Investir en crypto. Comme vous avez compris, la notion de débutant, je reviendrai pas. Je reviendrai pas là-dessus. Je pense que j'ai été assez clair. Je pense que l'important à comprendre, c'est que si on investit en crypto, en tout cas sur les blockchains, c'est qu'on y croit, déjà dans un premier temps. Il faut oublier le fait de je mets 100 balles, je suis millionnaire, hein. Ça, c'était, une autre époque. Ça se fait encore, ça se fait clairement encore, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que même, si, si, admettons, vous avez fait, Shiba Inu et que vous êtes le milliardaire de Shiba Inu là, ici, heu, bon bah, vous allez pas pouvoir sortir, votre argent, hein, je vous l'annonce. Ça va être très, très compliqué parce qu'en l'occurrence, le marché en lui-même n'a pas assez de liquidité, principalement pour pouvoir ressortir. Heu, donc être millionnaire avec 100 € en crypto, marche pas bien, on oublie. Par contre, voir sur, 1-2-3-4 ans, comment, placer son capital et rentabiliser son capital, oui, là, vous êtes sur le bon marché. Là, vous êtes clairement sur le bon marché. Est-ce que vous êtes trop tard? Il y en a qui disent oui, moi j'ai tendance à dire que, ouais, on n'est jamais trop tard sur un marché qui est en pleine expansion, qui n'a pas encore, atteint, sa maturité, qui se cherche, qui, est en pleine réflexion technologique, en pleine réflexion, d'utilisation. Donc pour moi, on est pile poil au bon moment et justement, on est peut-être même mieux maintenant parce que, on a un peu moins peur. Il y a une notion de peur qui est en train de disparaître, donc pour moi, c'est peut-être le bon moment, là-dessus. Et pour pouvoir, faire l'investissement en crypto-monnaie, il faut principalement 3 choses. Un, avoir une stratégie, tout simplement. Pour avoir une stratégie, c'est, ce que j'entends par la notion de stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, en combien de temps et combien je suis prêt à mettre, combien je suis prêt à perdre. Voilà, c'est principalement un petit peu l'idée. Hem et pour pouvoir construire cette stratégie, il faut, hem, en fait, s'interroger, comprendre l'environnement qui se trouve autour des blockchains, comprendre la notion fondamentale par rapport au projet. Je dis pas de comprendre comment l'algorithme de tel DAG ou de tel consensus, est fait. Je veux dire, moi, il y a des white papers, je ne comprends rien. Quand je lis, les calculs qui sont derrière l'algorithme, je ne comprends rien. Heureusement qu'après j'ai des personnes qui sont capables de me l'expliquer, à côté, qui ont le niveau en maths suffisamment. En l'occurrence, c'est important, c'est de comprendre ce qui se passe, autour de ça, voilà. Ensuite, c'est de comprendre les cours. C'est-à-dire que, il y a la notion fondamentale, mais il faut pas oublier qu'on est dans une notion d'actif spéculatif, d'accord? Et donc qui dit actif spéculatif, dit que derrière ces jolies petites chandelles, il se passe des choses, d'accord? Il se passe des choses, il se passe, heu, ici de la greed, il se passe de la peur ici, donc du fear et globalement, c'est un ensemble de ressentiments qui se trouvent là-dessus et donc c'est important de pouvoir comprendre, de pouvoir lire les price action pour pouvoir comprendre vers où le cours tend et corréler globalement l'ensemble des informations. C'est-à-dire comprendre l'environnement, savoir est-ce que c'est utile, pas utile, est-ce que le fondamental que je suis en train de lire, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que le mec il est en train de me dire qu'il va lancer en France un métaverse éducatif, pour les enfants dans lequel je vais vendre de la publicité, en France, de la publicité aux enfants dans un métaverse, dans lequel j'engage 3 développeurs qui, n'ont quasiment aucune expérience et dont je promets que 1er quarter 2022, je vais sortir mon jeu. Bon, heu, je ne cite rien, je ne cite personne, mais bon, on commence à se poser des questions. Ça fait quand même beaucoup d'indices où, je me dis, bon, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et donc là, on se retrouve vraiment dans cette schématique-là et donc pour construire votre stratégie, déjà dans un premier temps, il faut comprendre tout ça. Une fois que vous avez compris tout ça, il faut, pour pouvoir construire votre stratégie, vous dire: «OK, quel va être mon money management?» Le money management, elle est essentielle. Alors je vous fais, vraiment en ultra speed, mais globalement, c'est simple. Si vous avez 100 € à investir, OK, mais est-ce que ces 100 €, vous êtes prêt à perdre combien dessus? Est-ce que vous êtes prêt à perdre les 100? Est-ce que vous êtes prêt à perdre 5? Est-ce que, là-dessus, sur ces 5, vous voulez, plutôt les placer en vous disant: «OK, je les perds, tant pis» ou est-ce que vous les mettez sous forme de marge pour pouvoir faire du trading actif?
Mais est-ce que si vous faites du trading, est-ce que vous vous êtes entraîné avant? Est-ce que vous êtes un bon trader ou pas? Enfin, globalement, il y a un ensemble de choses qui vont déterminer. Et donc, ça sous-entend aussi qu'il faut se connaître, tout simplement. Savoir quel type de personne vous êtes en termes d'investissement. Est-ce que le holding vous convient? Est-ce que vous voulez être trader? Est-ce que voilà, trading, c'est un métier. On peut être passionné de trading et faire du trading occasionnel, c'est une chose. Mais faire du trading à 100%, bon, bah là, en l'occurrence, c'est un métier et c'est encore à part. Mais la notion de money management, il est essentiel, c'est sous-entendu le calcul de risque. J'ai déjà, vu et entendu des personnes qui me disent: «OK, je fais 100%, je fais all-in sur, bah, par exemple, un shitcoin». OK, je veux dire ça, vous avez de la chance, c'est parfait, vous faites un x20, super. Qu'est-ce qui va se passer après? Bah, vous vous dites: «Ah bah, ça a marché là, qu'est-ce que je fais? Ah bah, prochain shitcoin, on est parti. Je refais all-in, je mets mes x20, je fais mon all-in et puis on est parti». Et bah, là, le problème, c'est que ça va faire hop, ça va descendre dans le bousin, vous allez faire diviser par 100 et bah, là, vous avez tout perdu. Et globalement, la notion de stratégie, c'est pour ça qu'elle est essentielle, la notion de risque, elle est essentielle. Jamais faire all-in déjà, jamais déjà, c'est compliqué de mettre, moi je considère, mettre plus de 20 de votre investissement sur un coin. Voilà. Moi je considère qu'à l'heure actuelle, dans le marché des crypto-monnaies, mettre plus de 20%, c'est vraiment, vraiment compliqué à schématiser parce qu'on est encore dans une période d'incertitude. Alors, bon, bien sûr, hein, vous l'avez pas vu celui-là, mais voilà, je l'écris. Mais bon, ça, en l'occurrence, avant qu'il disparaisse, on a quand même du temps. Mais globalement, avoir plus de 20% sur un coin, c'est très compliqué. Et donc, du coup, pour moi, je considère qu'à l'heure actuelle, le marché des crypto-monnaies et de la blockchain est suffisamment dense, suffisamment varié, suffisamment intéressant pour bah, tout simplement se dire que y a de tout. Et donc, on peut faire un petit peu de tout. Et à l'heure actuelle, je considère que le meilleur moyen de faire simplement de l'investissement, heu et c'est quelque chose que je préconise souvent dans mes vidéos, voilà, c'est, tout simplement faire une partie de dessert. C'est-à-dire vous trouvez des projets qui vous intéressent, vous lisez un petit peu le fondamental, vous écoutez, vous vous renseignez, vous regardez des analyses. C'est un peu ce que je vous fais de toute façon sous forme de format très, très court, hein. Vous déterminez une zone qui est, là, ce que j'appelle la spot zone, qui est une zone intéressante en termes de prix et vous rentrez un petit peu. C'est-à-dire que, bah, tous les mois, vous dites qu'au niveau de votre salaire, ou de votre rentrée d'argent, bah, vous prenez, par exemple 2 1 dessus et que tous les mois, bah, vous choisissez un projet ou 2 projets qui rentrent et vous rentrez en DCA dessus. Et globalement, à l'heure actuelle, c'est ce qui est de plus intéressant. Clairement, c'est ce qui, sur le long terme, rapporte le plus. Il y a que en trading, on peut gagner beaucoup plus que ça, mais déjà il faut être un très, très bon trader, il faut, y laisser sa santé, y laisser sa vie, heu, très clairement, parce que c'est quelque chose qui est excessivement stressant, qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement, de concentration, d'émotionnel et de préparation. C'est quelque chose où il faut être prêt, vraiment à laisser son temps et en plus, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites que le holding, c'est supérieur au trading. D'accord? À l'heure actuelle, dans les plus gros actifs, il a été prouvé par analyse que les personnes qui ont acheté et qui ont gardé les actifs, par rapport à ceux qui ont fait du trading pur et donc qui ont, manipulé le marché à chaque fois, bah, on fait plus, tout simplement, par rapport à ça. Parce que tout simplement dans le trading, il y a jamais de 100 gagnant, hein. La personne qui vous dit: «Je suis trader et je fais 100 de mes trades, gagnants», c'est que bon, il y a une anguille sous roche. Parce qu'à l'heure actuelle, on considère qu'un bon trader, c'est quelqu'un qui fait 7 trades sur 10, d'accord? Qui réussit 7 trades sur 10, ça c'est un dieu du trading, d'accord? Parce que globalement, le trader ne gagne pas par rapport au nombre de trades qu'il gagne, en tout cas qui réussit, mais uniquement par rapport au money management, d'accord? Donc money management, alors comment je vais pouvoir schématiser ça là rapidement? Money management en trading, c'est simple, c'est-à-dire c'est votre risque ratio que vous avez le plus souvent. C'est-à-dire que là, par exemple, hop, on va dire, alors, de toute façon c'est un actif total, comme ça vous pouvez pas dire que je vous donne des indications. Mais admettons, voilà, moi je considère que ça a poussé. Ok, ça a monté. Je me dis, ok, le dernier bas il est là, je mets mon stop loss là, et je vise un profil là. Ok.
Le risque ratio, c'est quoi dans cet objet-là? Et je vous invite à regarder, il est ici, d'accord? C'est quoi? C'est le montant que je suis prêt à perdre versus le montant que je suis prêt à gagner. Si, vous avez un risque ratio qui est inférieur à 2, déjà il y a un problème. Déjà, il y a un gros souci, ça sous-entend qu'il faut impérativement que vous gagniez un trade sur 2 pour pouvoir juste être break-even, donc être au minimum. Là, déjà, c'est pas forcément simple, vous avez intérêt déjà à être un bon trader, à vous être entraîné, à pouvoir gérer, la pression, à avoir un bon mental et connaître votre stratégie par cœur et savoir lire des graphiques les yeux fermés. Et globalement, là-dessus, les bons traders et ceux qui font, voilà, globalement, le meilleur, c'est ceux qui vont chercher, par exemple, des entrées comme ça, ce qu'on appelle les entrées sniper. Des entrées avec des risques, par exemple, allez, on va dire un break-even, avec un risk ratio de 12. Ça sous-entend que là, à l'heure actuelle, ils gagnent, il suffit qu'ils gagnent un trade sur 12 pour être rentable. Et donc là-dessus, on ouvre en fait toute une ergonomie qui est effectuée. Et donc ça sous-entend aussi, pour pouvoir faire ce type de trading, le scalping par exemple est un très bon exemple de ça. Sur le scalping généralement, ou sur du SMV, on est sur du risque ratio généralement supérieur à 4, 5, 6. Donc on est sur des choses qui sont assez fortes. Mais ça sous-entend aussi qu'il faut avoir énormément de techniques et connaître très très bien les actifs, pouvoir les suivre pour savoir les comportements des actifs. Quand on dit comportement des actifs, ça veut dire comportement des institutionnels sur ces actifs et comportement des retail sur ces actifs. D'accord? Parce qu'en l'occurrence, il y a deux choses, il y a le retail et les institutionnels, et je suis encore en train de m'égarer, je suis désolé, je ne voulais pas forcément parler trading euh, dans ce stream-là, en tout cas là, et je pense qu'on reprendra ça sur une autre forme de streaming, de stream en tout cas, pour parler de ça. Hop, je m'arrête là, rapidement par rapport à ça. Ok. Je reprends cette notion, donc on s'est arrêté dans la notion de money management. Et voilà, l'exemple du trader, c'est un très bon exemple pour comprendre la notion de money management. Voilà, c'est comment je gère mon argent et comment je le place, quel est le vecteur de risque. Je peux avoir tout simplement un projet où je me dis qu'il est très risqué mais qui peut me faire x100, ok, et si je mets 5% de mon bag, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça sous-entend que ce 5% peuvent faire x100, ok, bah, ça veut dire que sur ces 5%, j'ai fait 100, donc ça veut dire que j'ai fait tout simplement comme si j'avais fait un x5 sur la totalité de mon bag. D'accord? Sur le 100% de mon bag. Par contre, ça veut dire que si jamais ça capote, qu'est-ce qui se passe? Bah, si jamais il ne se passe rien, j'ai perdu juste 100%. Parce que là, sinon, j'avais perdu le 100% de la totalité. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on est dans cette schématique-là. Et le money management, il est essentiel. Généralement, vaut mieux mettre peu et gagner que perdre tout et justement perdre votre capital. Vous perdez votre capital, c'est-à-dire vous gagnez votre chance de générer des revenus à partir de ce capital-là. Et ça, c'est très important de pouvoir justement l'assimiler, et c'est, je pense, l'élément essentiel. Et d'ailleurs, petit aparté là-dessus, il faut apprendre à ce qu'on appelle justement prendre ses pertes. C'est-à-dire que beaucoup de gens, notamment en trading, quand ils n'ont pas l'habitude, ils vont sur Binance, ils font x10, allez levier, on y va, on est parti. Et ils se mangent ici la classique du BTC qui vous fait une mèche qui va directement aller chercher. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? La personne n'a pas mis de stop loss. Donc là, elle a, alors déjà, si elle a la chance, elle ne s'est pas fait liquider son compte. Elle a par exemple moins 20 000 qui sont en attente. Admettons, il a 100K de portefeuille, ça représente 20% de son portefeuille. Il se dit, ah non, mais c'est pas possible, je vais pas couper, ça va remonter. Qu'est-ce qui va se passer? Bah là, hop, pouf, on redescend encore un coup. Allez, moins 10. Donc il va être à moins 40. Il va se dire, ah non, c'est pas possible, 40%. Le problème, c'est que ça peut très bien remonter, comme très bien se faire liquider à la fin, et il aura perdu la totalité. Et du coup, il est très important de savoir, et ça c'est valable pour tout projet, hein, que ce soit DeFi, là je parle de tout, mais c'est valable pour tout projet. Il est essentiel pour moi de savoir prendre ses pertes et d'accepter
de perdre tout simplement pour pouvoir regagner. Et garder la capacité d'avoir du capital pour investir, c'est pour moi la base de tout investisseur, on va dire éclairé. On va être comme ça. Voilà. Petit point, rappel, j'ai commencé à le dire, mais voilà, c'est n'ayez pas peur de vous dire je prends du temps. Soyez patient. Voilà, tout simplement, c'est pas grave, c'est parti. Par exemple, on va prendre un FTM. FTM, il est où mon pote FTM? Hop. Mon pote FTM, bon là en l'occurrence, comme je vous avais dit, on est parti faire un ST. Est-ce que là on est sur un ST, on est sur un ST de réaccumulation? Ok, mais là, faut pas rentrer ici. On n'achète pas du FTM ici. D'accord? Là, c'est FOMO. FOMO, c'est quoi? C'est la peur de manquer une opportunité. Vous inquiétez pas, à un moment donné, il redescendra, il y aura une entrée plus intéressante et aller voilà, prendre le temps, tout simplement. Et ça, c'est essentiel parce que beaucoup de gens, et surtout les débutants, ou même les avancés, mais qui, qui, euh, qui parfois oublient et se laissent emporter, parce que ça arrive à tous en se disant «Ah, là, j'y crois ce projet, ça, voilà». Mais d'ordre général, il faut prendre le temps et se dire à chaque fois, est-ce que je suis en train de FOMO ou pas? Est-ce que je suis en train de me dire, je vais louper une opportunité, il faut que j'investisse? Voilà. Si ça se trouve, oui, le FTM va faire 4, 8, 10. Ok, mais est-ce que vous pensez même 80? Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez qu'il va le faire d'une traite? Est-ce que vous pensez qu'il va après pas redescendre? Est-ce que s'il a fait 80 une fois et que le projet tient fondamentalement, est-ce qu'il va pas repousser encore derrière? Enfin, globalement, il faut se poser ces questions-là. Et allez, et en effet, on parle de futur. Quand je parle de trading, n'oubliez pas les marges. On les met en isolé. Hein, on ne fait pas de cross-marge. Bref, merci pour le petit rappel. En effet, c'est très important de le préciser dessus. Alors, ou en tout cas, on peut faire du cross si on a l'habitude de le faire déjà par rapport à ça. Alors, dernier point là-dessus, et après on part sur ce que vous attendez peut-être tous, même un peu de l'analyse en live. Le dernier point, c'est moi, ma stratégie à moi. Et pour répondre à la première question, à une des premières questions que j'ai eues, sur lesquelles j'ai pas dit. Est-ce qu'il faut investir que sur de la crypto? La réponse est non. La crypto est un actif risqué et reste un actif risqué, même si moi j'ai une totale confiance en cet actif et je le vois très bien dans tout ça. Mais ça n'empêche que à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut arriver à se projeter sur 10 ans en se disant voilà, je mets tout mon capital sur de la crypto, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Enfin, c'est juste pas possible. Et je considère que à l'heure actuelle, la meilleure technique pour se protéger, c'est le même principe que la résilience en informatique, bah, c'est d'éparpiller vos données, donc éparpiller vos petits centimes, vos petits dollars dans différents projets, dans différentes formes, pourquoi pas de l'IMO, pourquoi pas de la bourse, des actifs boursiers, des options, si vous avez la chance de pouvoir en avoir des intéressantes, de la crypto, pourquoi pas, enfin voilà, avoir plein de petits projets, parce qu'en l'occurrence, ça va être ce qui va vous apporter la stabilité, et la stabilité financière, c'est ce qui vous donne la possibilité de continuer à investir. Voilà. Si vous êtes bloqué, parce que moi j'en connais, hein, qui sont ici, qui m'ont envoyé des messages d'ailleurs, je sais pas s'ils vont être là ou pas, mais voilà, petit clin d'œil, s'ils sont là. Moi j'en connais qui ont acheté ici du BTC là, à cet endroit-là, là, à 65 000. Ah bah là c'est sûr, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus holders. Holders malgré eux. Parce que ils ont du BTC, alors ils n'étaient pas en x20 heureusement, mais ils ont du BTC, et puis bon bah là ils ont fait diviser par 2, et puis bah ils attendent globalement. Mais ça veut dire aussi que ce capital-là, ils l'ont pu pour investir sur d'autres projets. Et donc le holder malgré soi, faut impérativement éviter de l'être, et la notion de stabilité financière vient aussi de là. C'est-à-dire que si vous avez d'autres projets qui, qui progressent pendant que d'autres projets se cassent la gueule, bah, ça vous permet d'avoir un équilibre, et cet équilibre-là vous permet de continuer à investir. Et ça, c'est essentiel, et c'est la base même là-dessus. Et même, j'irais, je vois 50 actions, 50 cryptos, j'irais même peut-être, allez, 30-30 et le reste ailleurs, quoi. Possiblement, allez, 40-40 et 20% ailleurs, juste pour dire. Voilà, juste pour dire. Alors, alors, juste, je vois qu'il y a une petite question. Quelle serait ta stratégie d'investissement
présentant le meilleur ratio risque-bénéfice en DeFi pour faire travailler ces coins. Je parle surtout au niveau de la sécurité des plateformes. Alors, la sécurité en DeFi. C'est un gros sujet, ça. C'est très très gros sujet. Parce que quand on voit que les grosses sociétés de certification et de cabinets d'audit qui sortent comme excuse après une faille de 30 millions, oui, bah moi j'étais en vacances, moi patron, j'étais en vacances, donc c'est un stagiaire qui a fait l'audit, et bon, bah vous inquiétez pas, on vous la refait gratuitement. C'est compliqué, c'est compliqué déjà de répondre à cette question-là. Pour moi, je considère que si on est dans de la DeFi, faut pas être à 100% sur une seule DeFi, parce que c'est mettre en péril son capital. Parce qu'il suffit que le Volt où vous êtes, ou le protocole où vous êtes se fasse hacker et vous perdez. Oui, on va me dire qu'il y a des assurances pour ça, mais bon, bref. Mais globalement, pour moi, là-dessus, il n'y a pas grand-chose de vraiment protégé. On pourrait dire les très très grands. On pourrait très bien citer du Curve, du AAV, du Compound, qui sont les gérants qui ont le moins de soucis à l'heure actuelle, et que même s'ils avaient un souci, ils ont des fonds qui permettent de pouvoir gérer ça. Sur de la DeFi pure et dure, pour moi, si on veut pas s'embêter et sur de l'investissement, c'est simple, il faut dans un premier temps regarder les investissements en stablecoin. Il y a quand même pas mal de choses qui permettent d'avoir, si on veut pas s'exposer tout simplement au marché, il y a pas mal de choses qui permettent d'avoir facilement 20% sur du stablecoin. Il y en a d'autres avec certaines choses, notamment la stratégie avec AVAX, qui sans avoir de l'AVAX permet de générer de l'AVAX avec un ratio quasiment 35%. Bon, il y a des choses qui sont assez sécurisées qui permettent de faire là-dessus, qui sont intéressantes. Ça n'empêche que à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de juste sous forme de stacking ou d'optimisation de stacking, où on peut avoir sur une exposition, si on fait du holding, 15-20%, voire même 25-30%, allez, on va dire. On peut aller sur certains 30% avec vraiment de l'optimisation de chez Optimisation sur les cryptos qu'on hold. Donc là-dessus, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y en a est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Oui, clairement. Est-ce que ça vaut le coup de passer que par ça? Pas forcément. Après, moi j'aime bien dans la DeFi les projets un peu bizarres. Voilà. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos sur Charge parce que voilà, j'en parle, mais voilà, par exemple, voilà, BUSD. Par exemple, Charge, voilà, moi c'est un projet, mais alors, est-ce que c'est quelque chose qui est risque-free? Certainement pas. C'est même tout l'inverse, c'est excessivement risqué, Charge, mais ça n'empêche que c'est excessivement intéressant. On peut avoir des ratios qui peuvent arriver jusqu'à 5-6-7% de rendement par jour, donc on est sur des choses qui sont totalement aberrantes, mais qui sont excessivement intéressantes. Voilà. Alors, ma stratégie, je reprendrai les questions après, vous inquiétez pas. D'autres vidéos dessus certainement, faut que je trouve le temps, mais oui, c'est un peu l'idée. Alors ma stratégie, on va le faire assez simple. Globalement, je fais du scalping avec du trading. Le souci, c'est une question de temps, majoritairement. Là, ça va être principalement ça qui joue. Ensuite, je fais beaucoup de holding et du DCA. Je fais majoritairement. En fait, j'essaie de tirer avantage, si vous regardez un petit peu, j'essaie de tirer avantage de l'ensemble de ce qu'on me permet de faire là-dessus. Ensuite, je fais. Oups, c'était pas le bon. On refait. Tac. Là. Et alors, globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai un compte pour le trading du scalping. Je fais du holding et de la DCA. Donc ça veut dire que je réinjecte régulièrement. L'idée, c'est que ici, j'ai les bénéfices qui vont sur de l'optimisation en DeFi, j'ai de la DCA qui va sur de l'optimisation en DeFi, j'ai des ICO et des launchpads qui vont sur de l'optimisation en DeFi. Des fois, généralement quand je fais du launchpad, je peux avoir en fait du capital, des bénéfices que je libère du trading vers de l'ICO, tout simplement si jamais j'ai besoin. Et à côté, j'ai des projets de DeFi
on va dire plus, parce que c'est de la DeFi expérimentale, mais qui peuvent générer énormément, mais perdre énormément. Voilà. Sur lequel, là-dessus, les bénéfices, soit je m'en sers pour générer des ICO, soit je m'en sers pour faire de la DCA. D'accord? Et d'ailleurs, je pense que on va le décaler. Hop. Pousse-toi. Tac. Là et là. C'est un peu l'idée. Donc globalement, j'ai 3 choses qui me génèrent. J'ai du trading, du scalping, j'ai du holding de la DCA et du DeFi. À savoir que ça, c'est ce que je fais majoritairement, mais ça n'empêche que la forme de DCA que je fais, c'est une forme de trading qui est plus un trading de tendance, d'accord, sur du long terme. Pareil, mon holding, c'est plus une forme de trading de tendance sur lequel je trade sur du long terme, généralement sur de la semaine, voire du mois. Ou possiblement oui, une semaine, ça peut être. Voilà, je fais plus ou quasiment plus de day trading, parce qu'en l'occurrence, ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment épuisant. Alors que des sessions de scalping, on peut faire des sessions de scalping d'1 heure, 2 heures, 3 heures, aller faire autre chose et revenir. Voilà, c'est un petit peu l'idée générale. Voilà, donc ça c'est moi ma stratégie que je me suis mise en place sur comment je génère des revenus, à savoir que dans tous les cas, je continue à intégrer de l'argent des fiat dedans régulièrement, de façon à pouvoir faire grossir mon bag. Et d'ailleurs ça me permet de parler de quelque chose, la notion de compound, d'accord? La notion de compound elle est essentielle. Compound c'est quoi? C'est le fait de réinjecter ses bénéfices ou une partie de ses bénéfices dans son capital pour continuer à réinvestir. C'est-à-dire que j'investis 100 euros, je fais 10 euros, bah, je ne vais pas m'acheter un burger avec. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Soit j'investis 80% et je prends 20% pour pouvoir le placer ailleurs, par exemple dans le limo ou l'utiliser pour moi, admettons, mais je réinvestis une portion significative dans l'investissement et le capital que j'ai. Et globalement, si vous ne faites pas ça, cette partie-là, cette notion de réinvestissement massif et régulier, par exemple, si vous faites du holding, ce holding, vous le placez en stacking, vous faites quoi? 15-20%, c'est 15-20%. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les gardez, vous les réinjectez dans le stacking, vous les vendez pour aller lancer sur un nouvel ICO. Globalement, si vous ne faites pas, en fait, vous n'enclenchez pas un cercle vertueux, euh, vous perdez en fait toute l'essence même de la notion d'investissement. Alors, là, c'est plus une notion généraliste hein, qu'on retrouve ailleurs, mais euh, qui est d'autant plus vrai en crypto, parce qu'en crypto, on a la DeFi qui nous permet de faire ça, on a des ICO, des launchpads. Alors ça, si on doit me demander qu'est-ce qui est le plus risqué pour moi, ce qui est le plus risqué là, à l'heure actuelle, c'est les ICO et les launchpads. Hein. Enfin, les launchpads un peu moins, mais vraiment les ICO, c'est ce qui est le plus risqué vraiment en crypto-monnaie à l'heure actuelle. Voilà. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Tac, on retire tout. On va se faire de la place et on va continuer après. Voilà un petit peu la stratégie que moi j'ai. On reprend rapidement les petites questions. Alors non, je connais pas Feng. Ça serait plaisir, je regarderai après ou pendant. N'hésite pas à m'envoyer un petit message par exemple sur Discord, si t'es sur le Discord. Avec plaisir, je regarderai ou à poster directement sur le Discord. Je suis sûr que ça intéressera beaucoup de personnes derrière. Alors, mes indicateurs de scalping. Mes indicateurs de scalping, alors moi c'est en scalp, il y a 3 choses. C'est je fais une grosse analyse en amont sur des grosses time frames sur lesquelles je descends au fur et à mesure. Et moi, je suis en fait l'école SMV, Liquidity Flow, Order Flow et avec une base de week-off sur des structures. Voilà. Majoritairement, c'est ça. Donc ça sous-entend que je vais beaucoup utiliser le price action, très peu d'indicateurs. Si je veux utiliser des indicateurs, je vais en utiliser deux. C'est les volumes, parce que ça m'intéresse de voir. Le problème, c'est que les volumes, en dehors, dès qu'on sort un petit peu de grosses cryptos, il faut plus trop regarder parce que ça sert pas à grand chose malheureusement. Et globalement, le deuxième que j'utilise, que je suis amené à utiliser quand j'ai un doute sur quelque chose ou pour déterminer en fait des divergences, ça peut être le RSI. Pour pouvoir déterminer des divergences en amont qui confirment en fait globalement
ce que je fais, voilà. La théorie que j'ai. Le principe, moi, c'est que j'utilise plusieurs plusieurs techniques, j'assimile en fait l'ensemble de ces techniques et j'essaie de trouver des points de convergence de l'ensemble de ces techniques. Est-ce que j'ai plusieurs points qui me disent: «OK, bah là en l'occurrence, potentiellement tu vas avoir une réaction forte du prix. OK, bah à ce moment-là, je mets en place sur du scaling». Voilà. Heu, alors alors, ICO, même ICO que Galeon. Alors Galeon, moi j'ai participé à l'ICO. Clairement, je vous cache pas. De toute façon, généralement, si je vous parle d'une ICO, c'est que je suis rentré dedans. Voilà, déjà de base, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Galeon, oui, je pense que c'est un très bon projet. Et il va juste pas falloir avoir peur au début. Je pense qu'il va avoir un dump obligatoire au début. Pourquoi? Parce que, il y a une grosse campagne de, diffamation autour de ce projet-là. Oui, c'est en fait, les gens n'ont pas compris ce que c'était. Et oui, ils sont en train de se lancer. Bah oui, ils sont en train de se lancer. C'est le même principe. En fait, on finance quelque chose qui est en train de se lancer. Est-ce que le domaine médical, est intéressant? Oui. Est-ce que le domaine, médical va être porteur? Oui. Est-ce qu'en France, on va pas avoir des blocages? Certainement. Est-ce que ça peut être externalisé en dehors de la France? Oui. Est-ce que enfin voilà, il y a plein de choses qui font que Galeon, pour moi, j'ai tendance à y croire sur le long terme. Donc c'est quelque chose que je vais holder. Voilà. Moi personnellement, Galeon, je vais holder pendant très longtemps, hem, là-dessus. Non, moi j'utilise pas le MACD et EMA. Vraiment les divergences et les convergences, de prix, je les utilise sur du RSI. Voilà, vraiment sur du RSI pour avoir une divergence entre le RSI et le price action qui me permet de pouvoir symboliser, un retournement de situation. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs d'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur, en parlant des ICO sur, Artrade. Pour vous donner un petit peu l'idée comment moi je schématise quand je fais une ICO, heu, sur un projet avant d'investir. Artrade, on m'a posé la question: «Est-ce que c'est intéressant ou pas?» Moi j'ai mis, heu, toute la conversation d'ailleurs est sur le Discord, hein, si vous voulez, join, le Discord, allez-y, il y a toute la conversation, mais je vous fais la version extrême. En gros, j'ai demandé à la personne qui m'a posé la question de récupérer, le prix du token à la prévente, le prix du token au launch, le nombre de tokens total. Et en fait, on s'est rendu compte que ça représentait. Alors, je m'en souviens même plus là. En l'occurrence, attendez, hop, je récupère ça. Bougez pas, je retrouve la conversation. Ah là là. Ok, donc du coup, on reprend. Donc Artrade, en gros, ça va être à son lancement une capitalisation qui va être de 90 millions de dollars. D'accord, ok. Donc ils se lancent, il n'y a rien derrière, hein, ils viennent de se lancer, 90 millions de dollars. Ok. Et ils disent que dans 2-3 ans, ils vont prendre 10% du marché des NFT en termes de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'ils vont faire 80 millions. Donc ils donnent ce chiffre-là, hein, dans le white paper, 80 millions dans 2 ou 3 ans de chiffre d'affaires. D'accord. Euh, Si vous croyez que, en l'occurrence, les 80, la capitalisation des 90 millions va tenir 2-3 ans, moi je vous dis non. Clairement, non. Là, ce qui va se passer, c'est que le prix va se lancer, ça va, hop, ça va descendre en bas. Moi, j'ai même prévu que ça descende à 0,08, voire 0,07, voire même en dessous, pourquoi pas. Donc, c'est-à-dire une capitalisation qui va être de l'ordre de 15, allez, on va dire 20 millions, peut-être même moins, peut-être on peut arriver dans les 10 millions. Une capitalisation qui correspond à un beau projet, hein, mais c'est juste que la gestion du token, elle est pas bonne là, à l'heure actuelle. Mais, est-ce que, c'est un projet sur lequel je crois? Je ne sais pas, je me suis pas forcément penché totalement dessus. J'ai plus tendance à aller chercher Art Can Die parce que alors même si leur communication elle est à chier et que, ils parlent de métaverse alors qu'ils devraient pas, mais parce qu'ils ont un nombre de tokens qui est limité à 21 millions, que, bon il y a d'autres choses derrière, mais que pour moi, ça peut être intéressant comme projet.
mais la gestion du token, la gestion du prix de sel et de là, enfin, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible qu'une société qui n'a rien et qui est en train de se mettre en place ait une capitalisation de plus de 100 millions. C'est juste inconcevable, d'accord? Galéon, à côté, ils ont déjà un produit qui est déjà en prod, qui est déjà en train de se faire. Ils vont avoir une capitalisation qui va être de 10-15 millions. Bon, là, en l'occurrence, ça me semble déjà un petit peu plus intelligent, un peu plus logique. Voilà, pour vous donner l'idée générale. Une idée de la date de release, donc je pense que tu parles de Galéon. Non, pas encore, on n'a pas encore la date là-dessus, je pense que ça va pas trop tarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le programme de stacking, parce qu'il va avoir quand même pas mal d'argent à injecter sur le stacking de Galéon. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et si en tout cas mon contenu et ce live vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à me le dire dans le Discord. J'essaierai d'en refaire un. J'aimerais bien peut-être potentiellement en faire un tous les 15 jours. Ça pourrait être intéressant pour pouvoir discuter, papoter avec vous et faire de l'analyse en live. C'est en tout cas moi j'aime beaucoup et je partage tout simplement ma passion. Enfin, j'espère que ça se ressent parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et alors on pourrait pas dire que je ne vis que de ça, mais c'est bon. J'avoue que le trading, les blockchains et la crypto-monnaie m'intéressent vraiment grandement et occupent une grande partie de ma vie et c'est quelque chose que j'essaie de faire passer tout simplement aux gens. Donc c'est vraiment une notion de partage et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à en parler tout simplement, aux gens que vous avez autour de vous, de la crypto, de la blockchain, de tout ça. Parce que plus vite les gens sont au courant, plus vite ce sera démocratisé et plus on sera nombreux, mieux c'est. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et pareil, si vous en profitez pour glisser la chaîne Cryptolize, je vous en voudrais pas, je vous promets. Voilà, c'est avec plaisir, n'hésitez pas. Plus on est nombreux, en tout cas, plus ce sera intéressant sur le Discord, sur la chaîne, en commentaire ou lors des lives qu'on sera amené à faire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour pourquoi pas un nouveau stream ou sur le Discord dans pas longtemps. En tout cas, je vais passer à regarder un petit peu les différents messages qui ont été faits et continuer la discussion que j'ai abandonnée tout à l'heure avec quelqu'un. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.